Nathalie, un très grand merci pour nous rejoindre dans la tête d'une pro en Silicon Valley, épisode numéro 12. Nathalie, c'est un plaisir de t'accueillir pour beaucoup de raisons. Et aujourd'hui, on va aborder trois thèmes ensemble. Le premier, qui est vraiment unique parmi tous mes amis ici en Silicon Valley, c'est que tu as été drafté. Tu as été drafté pour venir ici aux États-Unis et si tu vas pouvoir nous raconter un petit peu comment ça se passe et comment est-ce qu'on profite du système américain en termes de sport universitaire. Le deuxième thème, tu as rejoint une startup absolument incroyable, Figma, une des darlings de la Silicon Valley, et tu as été très vite promu manager. Et ça sera très intéressant de voir la différence, selon toi, entre individuel contributeur et puis manager, et quel est le type de profil que tu recherches quand tu recrutes des commerciaux. Et puis le dernier thème, qui est The Elephant in the Room, qui est un thème qui est très important pour nous, c'est être black ici aux États-Unis. C'est quoi? Il y a encore eu des nouvelles très tristes ces derniers temps. Et vraiment partager ton expérience et ton point de vue, je pense que ce sera très important pour notre communauté française. Okay. Ça marche? Super. Oui. Bah, écoute, si tu peux prendre quelques secondes pour te présenter. Je m'appelle Nathalie Marquino, donc je suis actuellement responsable de l'équipe entreprise à Figma. Mais effectivement, je suis venue aux États-Unis pour poursuivre un rêve sportif, donc j'ai commencé mon voyage ici aux États-Unis à travers le basket. J'ai commencé à jouer assez tard, mais c'était vraiment ma première passion, mon premier amour vraiment. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que mon entraîneur en Suisse, donc j'ai grandi en Suisse, mon père est suisse, m'a vraiment poussé et ils ont tous un peu aidé à que je puisse venir ici aux États-Unis, participer dans des camps de basket et à travers ces expériences-là, en fait, j'ai fait des belles connexions qui ont fait que je puisse venir jouer au basket ici aux États-Unis. Alors, du coup, ce qui s'est passé, mon trajet, mon parcours était un peu atypique dans le sens que moi, je suis venue ici à travers des contacts, mais je n'ai pas été draftée immédiatement. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé à un camp de basket durant l'été où il y avait deux sessions, donc une session de 10 jours et une pause de 5 jours, et après la deuxième. Et ce que moi j'ai fait en fin de compte, c'est que je ne pouvais pas rentrer en Suisse et puis revenir pour la deuxième session, ça coûtait trop cher. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée aux États-Unis, mais ils n'avaient pas un dortoir pour moi. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la personne qui organisait les camps de basket, qui était un Américain, qui avait joué ici à très haut niveau, etc., il avait des connexions à Manhattan College. Et en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il me laisse participer à un camp de basket sans frais. C'est là que j'ai rencontré l'entraîneuse, la personne qui entraînait l'équipe de Manhattan College. Et donc ça, c'est vraiment la connexion clé qui m'a permis de revenir aux États-Unis un an plus tard, en high school, pour pouvoir jouer pendant 2 ans au sein de la Ligue de New York et d'essayer de trouver des bourses de cette manière. Quand je suis arrivée, il y avait plein de... On m'avait promis, tu vas venir, on t'a trouvé une école, tu iras on t'a trouvé une famille, etc. Je suis arrivée, il n'y avait rien de ça. Alors, mon frère, mon papa et moi, on a passé 2-3 semaines aux États-Unis, à aller d'école en école, d'état en état. On est vraiment allé de Massachusetts, en Pennsylvanie, à visiter des écoles. Et puis, bon, le système scolaire aux États-Unis, si tu veux aller en école privée, c'est très cher. Et en Suisse, le système scolaire est gratuit. Donc, pour mes parents, c'était vraiment un investissement assez grand. Du coup, alors, j'ai vraiment eu de la chance. L'entraîneuse Michel, elle habitait avec une famille qui m'a accueilli à bras ouverts. J'ai habité avec eux pendant 2 ans. Gratuitement, ce qui est incroyable. J'ai passé 1 an à jouer dans un système de basket à Westchester, à Yonkers, Sacred Heart. Et à travers ça, j'ai fait des contacts avec des coachs à travers New York, Massachusetts, etc. Et en fin de compte, j'ai reçu une bourse à Siena College où j'ai été jouer pendant 4 ans. Là, c'est la page basketball. Et on tourne une page et on fait une page rugby. Aux États-Unis, le rugby, c'est pas un sport comme ça. Enfin, les sports principaux, c'est souvent le baseball, basket, football américain, un peu de hockey, etc. Et le rugby, c'est très peu connu. C'est souvent des expats qui jouent ici, français, anglais, néo-zélandais, etc. J'ai bougé à Washington, D.C. pour le boulot. Je travaillais à Nestlé à l'époque. Et je connaissais personne et j'ai connu un groupe de femmes qui jouaient au rugby à Washington dans un club qui s'appelle DC Furies.
Et elles m'ont amené à un entraînement et elles m'ont appris à faire des tacles et tout. Et j'ai adoré. Et après, j'ai bougé à San Francisco où il y avait la meilleure équipe à l'époque de club du pays qui avait gagné 9 championnats nationaux consécutifs. Et l'entraîneur de l'équipe était l'entraîneur de l'équipe nationale. Et donc, j'ai assez vite monté un peu dans les rangs, disons. Et puis, je me suis retrouvé au bout d'un an un camp de sélection de l'équipe nationale à Chula Vista, au sud de la Californie. Et puis, voilà, j'ai fait ma première tournée avec les États-Unis en 2007, une tournée catastrophe en Angleterre. Ce qui était génial, c'est vraiment la première fois où, d'un point de vue rugby féminin, ils avaient vraiment monté la barre, où il y avait, on dormait tous sur le campus et puis il y avait 3 terrains, mais tellement beaux. Et ça a été géré de manière tellement professionnelle, interview, médias, tout ce que tu veux. Donc ça, c'était une très belle expérience. Après, j'ai fait la Coupe du Monde en 2013 de jeu de 7 avec les États-Unis et après 2014 à Paris pour de nouveau équipe de 15 avec les États-Unis. Et puis, en fait, pour les JO, c'était une histoire de nouveau un peu unique dans le sens que je n'avais pas de passeport américain. Alors, du coup, je n'ai pas pu continuer à jouer avec l'équipe américaine. Mais j'ai eu un coup de chance incroyable parce que ma mère est colombienne et l'équipe de Colombie s'est qualifiée. Elles étaient sûrement, elles n'avaient aucun espoir de se qualifier à la base. Personne ne pensait que la Colombie irait au JO. Mais dans le dernier match de qualification, elles ont marqué un essai à la dernière seconde contre l'Argentine pour se qualifier. Et alors, j'ai pris contact avec l'équipe et j'ai bougé en Colombie pendant 6 mois pour m'entraîner avec eux. Et puis, j'ai participé en 2016 à Rio avec l'équipe colombienne. Ce qui est super avec toi, Nathalie, c'est tu as connu Washington, D.C. où tu as bossé pour Nestlé et là, maintenant, tu es en Silicon Valley. Avant qu'on parle de Twitter, LinkedIn, Figma, c'est quoi la différence entre bosser à Washington, D.C. et bosser en Silicon Valley? La grande différence, c'est entre les industries. Donc, j'étais dans une industrie qui existe depuis des centaines d'années et j'ai commencé dans un rôle où c'était très décentralisé en fait. La vente à Nestlé, c'est très décentralisé. J'habitais d'abord à Maryland et après à Washington et j'avais un territoire qui s'étendait du New Jersey à la Virginie et je passais à peu près tout mon temps toute seule un peu à visiter des supermarchés. Voilà, exactement. Des fois, j'étais derrière des camionnettes tirées à cheval au milieu de la Pennsylvanie. Puis tu es là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Et puis, c'est une compagnie qui est très d'un niveau structurel, elle est très un peu ancienne d'une certaine manière. Je suis passée de Nestlé à Google, où Google, j'étais sur le campus principal à Mountain View. On était des dizaines de milliers, tous dans un seul espace. Ils ont vraiment changé, Google, la manière de penser à comment est-ce qu'on attire le talent. J'étais vraiment intéressée de passer d'une compagnie où vraiment c'était plus ancien, etc., à une compagnie où je croyais vraiment à comment ils étaient en train de changer le monde et d'une manière positive. Donc ça, c'est Google. Ensuite, Ouais. Twitter. Ouais, alors Google, j'ai quitté pour aller jouer au rugby professionnellement pendant 1 an. Et en fait, ma carrière de sportif, elle était toujours en parallèle à ma carrière professionnelle. Donc, c'est aussi un petit peu différent parce que souvent, par exemple, la Coupe du Monde de 2010, j'ai pu y participer parce que Nestlé ont été hyper généreux avec moi et ils m'ont permis de partir pendant 2 mois d'affilée. Bon, je travaillais, pendant ces 2 mois, mais je travaillais en capacité réduite. Donc, du coup, le matin, je me réveillais, je faisais 2-3 appels pour le boulot. Et après, j'allais m'entraîner ou j'allais jouer contre l'Angleterre, l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Et après, je revenais le soir et je me remettais au téléphone de nouveau à vendre. Donc, c'était une expérience un peu bizarre. Beaucoup de mes coéquipières, elles devaient quitter leur boulot, elles se faisaient renvoyer. Donc, c'est hyper difficile d'être sportif, en particulier au niveau féminin. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et à Google, j'y étais juste presque 1 an. Et je suis partie pour aller m'entraîner à temps complet à Chula Vista. Donc ça, c'était le programme olympique de l'équipe américaine, où ils venaient de créer un programme de 12 joueuses qui ont toutes emménagé
2-3 baraques à Chula Vista et on s'entraînait au centre olympique de San Diego. J'ai passé 1 an là-bas jusqu'à la Coupe du Monde en 2013 qui s'est passée à Moscou. Et après, mon contrat s'est terminé et je suis revenu sur San Francisco et c'est là que je suis passé à Twitter. La raison pour laquelle j'ai voulu passer à Twitter, c'est parce qu'en tant que sportif professionnel, j'ai vraiment apprécié l'impact que Twitter pouvait avoir pour connecter les joueuses à qui personne s'intéresse à leur audience. Et alors, c'est moi qui avais créé le compte à la base de l'équipe américaine pour pouvoir dire on va voyager à Amsterdam, s'il y a des fans de rugby américain à Amsterdam, venez nous voir jouer, etc. Avoir des conversations avec des filles qui s'intéressaient à jouer au rugby, etc. Et puis, j'avais aussi une série Google Hangouts, Meet the Team, pour aussi un petit peu aider. Donc, je voulais vraiment participer à quelque chose qui était plus axé sur le social media. Donc, je suis passé à Twitter et j'ai aidé à lancer l'équipe. Enfin, aidé à lancer. J'étais une des premières personnes dans l'équipe SMB là-bas et j'ai passé 3 ans à Twitter. Ouais, une belle expérience, très différente de Google. Twitter, LinkedIn. Ouais. LinkedIn, grâce à toi, d'ailleurs. Alors, ouais, LinkedIn, c'est une compagnie qui m'a toujours intéressée, du fait que je me dis que si ma maman, qui est née dans une des parties les plus pauvres de la Colombie, avait eu une compagnie telle que LinkedIn à 20 ans, elle aurait eu tellement plus d'opportunités qui se seraient ouvertes à elle. C'était une autre conversation en fait qui m'a vraiment énormément plu et puis vraiment de réfléchir à quelle était l'opportunité économique de LinkedIn et comment est-ce qu'on rapprochait des gens qui n'avaient pas forcément accès à la technologie, etc., à l'accès professionnel. Et ça, c'est un truc qui m'a tellement intéressée. Je me suis dit, pourquoi pas. Et bon, comme tu sais, ça m'a pris longtemps à y arriver parce qu'entre deux, j'ai été participer au JO. Alors, vraiment, LinkedIn a été incroyable envers moi en me donnant 1 an pour arriver. Donc ça, de nouveau, ça me fait vraiment penser à la famille d'accueil où ils ont vraiment fait un gros sacrifice d'une certaine manière pour moi. Et puis bon, pour LinkedIn, ce n'était pas forcément un sacrifice, mais tellement de flexibilité, ce qui était incroyable. Donc, je suis arrivé en 2016. Et puis, j'ai passé 18 mois à LinkedIn, 18 mois extraordinaires d'une manière professionnelle où j'ai vraiment pu grandir professionnellement et j'ai tellement appris, j'étais entouré de gens mais tellement intelligents qui réfléchissent, qui s'intéressent vraiment à la vente et à l'art de la vente. Et c'est vraiment là que je me suis intéressé plutôt que j'ai plutôt penché sur comment est-ce que moi je peux grandir en tant que vendeuse et que personne professionnelle. Super. Alors, Google, Twitter, LinkedIn, et quand tu prends ta décision de rejoindre Figma, Figma, ce n'est pas le Figma d'aujourd'hui. C'était série B et puis on était 60, une compagnie dont j'avais jamais entendu parler. Et j'ai vraiment apprécié en fait la vision de la compagnie. Et puis, ce qui m'a vraiment marqué, c'était leur mission. De faire que le design soit accessible à tout le monde. Il n'y avait aucun marketing derrière la boîte et j'avais jamais vu des chiffres aussi élevés de ma vie. Et je me suis dit, non, mais il doit vraiment avoir quelque chose derrière ce produit. Alors voilà, je me suis intéressée un petit peu plus, mais vraiment ce qui pour moi m'a fait pencher, je me suis concentrée sur Figma, c'est le fait que Jeff Weiner était un investisseur angel de la compagnie. Et je me suis dit, moi, Jeff Weiner, c'était un des chefs d'entreprise que je respecte le plus. J'adore sa manière d'être, comme il pense, comme il s'intéresse à l'utilisateur et à l'impact de la compagnie dans le monde. Et quand je suis passée de Nestlé à Google, mon but, c'était de passer à une compagnie qui avait un bon produit. Et la même chose avec Twitter. Mais quand je suis arrivée à LinkedIn, je me suis dit non, je veux travailler pour des entreprises qui ont des bonnes missions. On fait comment pour lancer une équipe de vente? Bon, ben, ils ont engagé Carl Parrish, qui est la tête de vente au niveau global. Et lui, il est venu de Dropbox, où lui, il avait aidé à lancer le bureau à Austin, Texas, de Dropbox. Et alors, les deux, on est arrivés à peu près ensemble. Lui, il est arrivé en juillet 2018 et moi en août. Et on n'avait même pas un produit à vendre. Notre
produit entreprise était en bêta, mais on avait vraiment 4 ou 5 clients qui étaient dans le bêta. Donc, notamment, on avait Google, donc Microsoft, Uber. Donc, pas n'importe qui. Donc, ça, déjà, ça aide aussi à prendre des bonnes décisions d'un point de vue de la carrière. Et donc, on est arrivé et pour nous, les 2 premiers mois, c'était vraiment de connaître le milieu design. Pourquoi est-ce que Figma est aussi unique? Pourquoi les gens s'intéressent à Figma? Et comment est-ce que nous, on peut changer le milieu design de manière où, en fait, au rugby, on disait tout le temps, laissez ce que vous trouvez de manière meilleure que vous l'avez trouvé. Donc, si on rentrait dans un bus, on le nettoyait jusqu'à ce qu'il soit plus propre quand on en sortait. Et alors, avec Figma, c'est pareil, on rentre dans le milieu design, mais d'ici 4 ans, comment est-ce qu'on va laisser une marque dans le milieu design où on a vraiment amélioré la qualité de vie des gens de manière globale? Et alors, avec Kyle, nous, on n'avait pas un background design, alors on voulait vraiment apprendre quels étaient les problèmes du milieu. Alors, en l'occurrence, le design est hyper focus sur Mac. Donc, beaucoup des fichiers et puis des logiciels dans le milieu ne sont créés que pour les ordinateurs Mac, souvent des MacBook Pro. Alors, t'imagines que quelqu'un qui n'a pas 2000, 3000 dollars à dépenser sur un ordinateur, il se retrouve à ne pas pouvoir en fait faire du design. Et donc ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment frappé parce que Dylan avait fait une recherche justement pour voir quel était le niveau d'adoption de Mac quand on s'éloignait de San Francisco. Et une fois que tu sors des États-Unis, mais ça plonge. C'est vraiment incroyable. Et puis dans certains marchés, par exemple la Russie, c'est souvent que des PC là-bas. En Afrique, que des PC. Et alors, Figma, du fait qu'on est cloud-based, eh ben, on est agnostique de cette manière où tout le monde peut l'utiliser. Et maintenant, on est 22 personnes dans l'équipe de vente. Et puis, on a une équipe mid-market, une équipe entreprise. Puis maintenant, on a une équipe account management, 3 managers, la tête globale. Et puis, on est en train d'ouvrir notre présence en Europe, à Londres. Je me réjouis d'y passer. Je vais travailler avec un ami à toi, Pierre Berlin, et je me réjouis, mais ça a été une expérience incroyable. Qu'est-ce que tu recherches comme qualité chez les commerciaux? Ouais, alors ça, c'est une question hyper intéressante parce que quand je suis arrivé à Figma, on m'a immédiatement dit les designers, ils n'aiment pas qu'on leur vende les logiciels. Donc, ne dis jamais webinar, ne dis pas, enfin, ils m'ont dit, ce sont tous les mots que tu veux éviter. Bon, c'est intéressant comme onboarding. Normalement, c'est plutôt, voilà, ça, c'est les logiciels que tu vas utiliser. Ça, c'est tout ce qu'on a pour le marketing. Vas-y, débrouille-toi. Alors, j'ai vraiment dû réfléchir à comment est-ce que je voulais, moi, me présenter. Et puis, en fait, pour moi, c'était parfait parce que j'ai une approche très relaxed. Un des meilleurs compliments qu'on ait reçus depuis que je suis à Figma, c'est qu'on est un peu l'équipe anti-vente. Donc, une fois, quelqu'un qui avait dit sur Twitter, c'est vraiment tellement horrible de devoir parler à des commerciaux pour pouvoir changer de logiciel. Je déteste le processus. Et quelqu'un a répondu, est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un à Figma? Je te promets qu'ils sont différents. Nous, ce qu'on recherche, c'est les gens qui ont beaucoup de curiosité. Est-ce qu'ils ont de la passion? S'ils n'ont pas de passion, on peut avoir la meilleure personne en vente, mais s'ils n'ont pas une passion vraiment qui sort du fond du cœur pour Figma, ça ne va pas marcher. Après, la curiosité et après de l'intégrité. Et ce que j'entends par ça, c'est qu'il y a des fois où il y a quelqu'un qui vient, on a envie de Figma, et après, ils me décrivent leurs problèmes. Je dis, franchement, on n'est pas la meilleure solution pour vous. Super clair, Nathalie. Merci, merci pour ce partage. Dernier thème de notre conversation, donc la Suisse, Washington DC, Silicon Valley, les startups, tout ce parcours incroyable, la performance en termes d'athlètes de haut niveau, et tu es black. Est-ce que tu peux partager avec nous c'est quoi être black donc à Washington DC et en Silicon Valley? Alors ça, c'est une question qui, pour moi, est un peu difficile parce que mon expérience est très différente de l'expérience américaine. Donc, je suis né en Colombie, il y a une grande population noire en Colombie, mais j'ai déménagé, enfin, mes parents ont déménagé en Suisse quand j'avais 9 mois, donc j'ai grandi en Suisse, à Genève. Et Genève, c'est l'épicentre diplomate de la Suisse. Donc,
de ce côté-là, j'étais toujours entourée de beaucoup de cultures. Et donc, au lycée, je crois que c'est l'équivalent du lycée en Suisse, on était 24 élèves, il y avait 17 nationalités, et moi, j'étais la Suisse. Donc, juste pour dire qu'il y avait vraiment un mix international vraiment unique. Et en passant ici aux États-Unis, c'était la meilleure manière de le décrire, et je ne sais pas pour ceux qui écouteront la conversation, s'il y en a qui ont lu le livre Americana, mais c'est un des livres qui décrit le mieux mon expérience. C'est qu'on arrive dans un pays tout en sachant qu'on est noir ou qu'on est mixte ou métis, etc. Et j'ai jamais j'ai jamais eu ce ressenti aussi profond d'être noir que quand je suis arrivée ici aux États-Unis. Enfin, immédiatement, tu le sens. C'est vraiment au moment où tu atterris, il y a vraiment il y a une grande différence de comment on est traité, comment on est perçu, etc. Et moi, je t'en parle en plus du point de vue d'une personne qui est métisse. Et d'être métisse aux États-Unis, c'est un avantage, mais incroyable, parce que on est un petit peu plus accepté en tant que métisse. Donc, mon expérience est de cette manière beaucoup plus facile que beaucoup d'autres personnes. Donc, voilà, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Après, je ne veux pas parler forcément de quelle est l'expérience noire américaine parce que comme elle ne me correspond pas forcément, n'étant pas née aux États-Unis, etc. Et puis, les expériences, comme pour toutes les autres personnes, elles sont tellement personnelles. Mais je veux bien partager mon expérience en arrivant, etc. Donc, étant afro-latina, suisse, donc moitié blanche, mais ça ne se voit pas. Et comme ils disent ici, hispanique. Donc, souvent, les gens, ils ne savent pas me placer. Et pour les Américains, s'ils ne savent pas te placer, c'est comme ça, c'est un peu le court-circuit, tu vois, des fois. Alors ça m'arrivait souvent à New York. Les gens, ils étaient, mais what are you? Et puis, tu devais souvent expliquer d'où tu venais, etc. Et puis, on me disait souvent, mais t'es noire, mais t'agis pas comme une noire. Puis ça, j'ai jamais vraiment compris. Et puis, souvent, ce qu'il voulait dire, c'est que tu t'exprimes bien. Et ce qui petit à petit, en comprenant d'où ça venait, ces commentaires, c'est le genre de choses qui me dérangeait énormément parce qu'il y a cette notion que les Noirs ne savent pas parler parce qu'ils ne sont pas éduqués. Et c'est là que j'ai commencé un peu à apprendre à quel était le gros programme des États-Unis, de l'accès, de la discrimination qui fait tellement part de la fabrique du pays qu'on ne s'en rend même plus compte. Et en arrivant, moi, franchement, je m'associais plutôt à la partie des États-Unis qui était privilégiée, du fait que j'avais eu accès à l'éducation suisse, que j'étais passé pour le basket, que j'avais reçu une bourse, donc j'avais aucune dette pour le collège, ce qui est un truc aux États-Unis, les dettes. $100 000 juste pour aller faire pour moi, si j'avais payé pour Siena, ça aurait été $160 000. Donc, j'ai un avantage extraordinaire, etc. Et puis, c'est maintenant que je me rends compte que dans ces années, les premières années que j'ai passées aux États-Unis, moi aussi, j'avais une sorte de perspective qui était un petit peu au détriment des minorités, disons. Parce que je ne faisais pas partie de la minorité latina, je ne faisais pas partie de la minorité noire américaine, je faisais partie de l'exception métisse qui vient d'Europe et par conséquent se fait apprécier de manière différente. Donc ça, c'est juste pour set the stage a little bit. Après d'habiter à Washington, c'est une ville qui a eu une histoire d'esclavage mais hyper profonde et puis de ségrégation qui se ressent tout à fait encore. Moi, j'habitais à Northwest. Si tu vas dans le Southeast, tu vois immédiatement les immeubles complètement délapidés, qui tombent, une pauvreté où vraiment, ici aux États-Unis, ce qui est choquant, c'est que tu passes vraiment une avenue et ça passe de l'affluence à la pauvreté, mais comme ça. Alors ça m'a vraiment choqué. Et puis, une des villes dans lesquelles je vendais, c'était Baltimore, une des villes les plus violentes au pays. Et ma première expérience en vente, je suis rentré dans un supermarché. Il y a un gars qui a fauché de la viande fraîche déjà. Alors ça, c'est pour te dire à quel point les gens sont désespérés. Et il y a une poursuite où je me suis retrouvé coincé au milieu de la poursuite de police avec les voitures, l'hélicoptère. Ça tirait des balles et j'étais là, OK, jamais vu un flingue de ma vie parce que voilà, la Suisse, il y a un niveau de violence
un des plus bas en Europe. Et pour moi, ça, c'était le choc total. Et puis, Ça tirait des balles pour un vol de viande. voilà. Non, vraiment, c'était l'extrême total. Et la personne qui me formait à Baltimore, il me disait, des fois, je lui disais, ah, j'ai pris de la benzine à telle et telle intersection. Ah non, 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 tu t'arrêtes jamais là-bas, en tout cas jamais après 15 heures, en tout cas pas seul, et jamais avec une personne blanche dans ta voiture. Ok. Et le genre de choses que moi, j'ai jamais eu à penser à ça en Suisse. Tu vois, enfin, ça m'a vraiment. Ouais, c'était choquant. Puis à Nestlé, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Tesfa et qui venait de l'Érythrée. Et lui, il était réfugié politique, etc. Il avait habité en West Virginia. Et lui, il me racontait des histoires, mais incroyables. Il me disait même, en Afrique, tu ne te rends pas compte que tu es noir. Et tu arrives ici, et puis il a été prendre de la benzine en Virginie du Ouest. Et le mec, il lui a sorti un fusil en lui disant, nous, on ne sert pas les gens comme vous ici. Et tu C'est en vois, quelle année? c'était 2004. Ouais, donc trop récent. Ouais. Et puis, bon, voilà, tout ça pour dire, ça m'a vraiment, c'est là que tu te rends compte à quel point il y a vraiment une grosse différence. Et du racisme, ça existe en Suisse, ça existe en Europe, évidemment, mais il est tellement différent. Et puis ici, il n'y a vraiment que deux manières de voir les choses. Soit tu acceptes la différence, soit tu ne l'acceptes pas. Enfin, pour moi. Et puis souvent, ça s'aligne avec soit tu es démocrate, soit tu es républicain. Et puis, pour moi, on ne peut pas exister dans un système tellement binaire. Et c'est un système où, voilà, moi, j'ai de la chance d'avoir bossé pour des boîtes qui sont très progressives de cette manière. À Figma, j'ai une expérience incroyable. Vous voyez, j'ai la tête rasée, j'ai des tatouages partout, je joue au rugby, j'ai une moto, j'adore l'adrénaline, j'ai une énergie assez différente. Et puis, à Figma, on m'a toujours permis d'être exactement tel que je suis. Et ça, dans les boîtes américaines, c'est assez difficile à trouver toujours. Surtout les boîtes qui sont en dehors de SaaS, en dehors de Silicon Valley, en dehors de tech. Spécifique au monde tech, Google, Twitter, LinkedIn, Figma, tu nous as dit que c'est nickel. Tu t'es toujours senti bien ou tu t'es senti différente sur ces trois boîtes? Ben, mon expérience a vraiment changé quand je suis passé de CPG à SaaS. Là, je me suis senti beaucoup plus représenté. Donc, et déjà, les boîtes comme Google, Twitter, etc., ils essayent toujours de recruter de manière à ce que, enfin, toujours. En théorie, elles essayent vraiment de recruter de manière à ce qu'ils offrent autant d'opportunités à toutes les personnes. Donc, ils vont dans des universités où d'autres compagnies ne sont pas représentées, etc. Mais Google, il y avait très peu de noirs quand j'y étais. Donc, c'était quand même une expérience où je faisais vraiment partie de la minorité. Et puis, ça, c'est un thème, minorité, auquel, aux États-Unis, on entend parler tout le temps. Mais avant de passer en tech et en SaaS, j'y pensais très peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé parce que moi, je me sens éduqué, je me sens que j'ai une expérience, etc. Mais souvent, je suis a minority hire. Je me dis, mais pourquoi? Je sais que je suis latina, je sais que je suis noire et tout ça, mais je suis autant qualifiée que d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre, on a engagé une noire lesbienne en plus, et tout, etc. Et ça m'a toujours dérangé ce concept. Et puis j'en ai parlé à Figma, et puis le fait que j'ai pu en parler à Figma, et puis qu'ils étaient là, on n'a vraiment jamais pensé à ça de cette manière et tout, ça démontre vraiment à quel point ils s'intéressent à l'expérience de l'employé. Mais pour répondre à ta question, vraiment la première boîte où je me suis sentie vraiment bien, c'est LinkedIn. Et à Twitter, je sentais vraiment que je ne faisais pas partie de la norme. J'étais vraiment une exception. Et puis, on m'a toujours bien traité. La boîte, elle m'a bien traité, etc. Donc, pas de plainte de cette manière-là. Mais je voyais très bien que la plupart des gens ne me ressemblaient pas. Je crois qu'il y avait 2 noirs dans l'équipe de vente. On était des centaines. Et puis ouais, je me sentais pas forcément... je me sentais pas forcément représentée. Mais pour être représentée, c'est bizarre parce qu'il faut être noire, latino, européenne. Ça va être la catégorie, elle est petite. Donc, Athlète de haut niveau? ouais aussi. Alors bon, de ce côté-là, je comprends que c'est c'est un peu particulier, tu vois.
Mais à LinkedIn, je voyais beaucoup de gens, je voyais qu'on faisait vraiment un effort d'aller recruter des Latinos, des Noirs, etc., pour vraiment faire en sorte qu'on puisse vivre notre mission. Si on va donner l'opportunité du côté du client, pourquoi pas en interne? Et ça, je le sentais. On allait vraiment recruter dans les endroits où les gens ils s'intéressaient pas, etc. Où il y avait beaucoup de Noirs, il y avait beaucoup de Latinos. Et on les voyait pas en genre outreach. Oh, we're helping them. Let us extend the hand. Allez, on va vraiment les aider à s'en sortir. C'était plutôt non, non. Et on fait pas assez attention à ces écoles, mais ils ont des gens extraordinaires qui sortent de ces programmes. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes opportunités? On le voyait vraiment de cette manière. Donc moi, ça m'a vraiment touché. Et après, en passant à Figma, on a engagé une dame qui s'appelle Amanda Cléa, qui est venue de Zendesk. Elle a aidé à faire passer Zendesk, je crois, de 200 employés à 2000 employés. Elle est arrivée. Et du coup, le côté, elle gère le côté GTM. Et je crois qu'on est 60% femmes de ce côté-là. Et j'ai jamais bossé pour une équipe de vente où il y avait autant de femmes et autant de minorités, si tu veux. Et pour moi, ça démontre vraiment que Figma s'intéresse à la diversité, pas seulement culturelle, pas seulement ethnique, etc., mais la diversité de pensée. Et de ce côté-là, franchement, je suis tellement contente de bosser pour une compagnie qui, c'est pas juste la belle présentation, ils te montrent les chiffres et ils disent, voilà, on voulait avoir 2% de noirs et on y est arrivé et puis voilà, on n'a plus besoin d'y penser. À Figma, c'est pas que ça. C'est vraiment qu'on a vraiment, là, il y a 2 mois, on a dit, franchement, on devrait recruter à des écoles traditionnellement noires, etc. Et on a créé un programme pour pouvoir faire ça de manière à plus grande échelle. Donc voilà, une belle expérience pour moi qui a monté au fur et à mesure que ma carrière a progressé. Donc je suis vraiment heureuse d'où j'en suis. Et on est très, très, très heureux pour toi, Nathalie. Super, super carrière, super parcours. Un très, très grand merci de nous avoir consacré ces nombreuses minutes pour partager avec nous ta vision de l'Amérique et ton succès. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Julien, comme je t'ai déjà dit. Et puis, franchement, moi, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que quand on s'est connus, pour moi, tu as vraiment fait un grand saut. Enfin, tu as vu en moi des choses que personne d'autre ne voyait. Enfin, juste le background d'athlète, etc. Et franchement, tu m'as offert une opportunité qui m'a ouvert énormément de portes. Donc, moi, je t'en serai toujours reconnaissante. Et encore, merci de la conversation. Ça m'a fait énormément plaisir.